Donc, mardi soir, il y a une société qui a publié le meilleur trimestre de son histoire. Croissance de 50%, sa division la plus importante est en hausse de 107%, des prévisions au-dessus de ce que Wall Street attendait, nettement en dessus. Et elle s'est fait démolir de 7% durant la séance de mercredi. Pas à cause de ces chiffres, ces chiffres étaient quasiment parfaits. Elle s'est fait démolir parce que quelqu'un d'autre, quelque part, quelqu'un qui ne travaille même pas chez eux, a prononcé 3 mots à la télévision. 3 mots, et c'est 36 $ par action qui sont partis en fumée. Et le truc, c'est que c'est même pas un accident, c'est même pas un jour bizarre, c'est devenu tout simplement la règle. On est entré dans un marché où publier d'excellents résultats est devenu presque dangereux, en tout cas insuffisant. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce truc fonctionne parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous pourrez voir plus que ça. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le jeudi 6 août 2026 et hier a été une des séances les plus révélatrices de l'année. Pas la plus violente, pas la plus spectaculaire, juste la plus révélatrice. Parce qu'hier, le marché a l'air d'avoir arrêté de faire semblant. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc, AMD. Pour ceux qui ne suivent pas, AMD, c'est le numéro 2 mondial des puces pour l'intelligence artificielle, derrière Nvidia, bien sûr, dirigé par Lisa Su, qui est probablement une des meilleures patronnes de l'industrie technologique des 20 dernières années. Mardi soir, elle publie des chiffres, elle publie un trimestre que, je pèse mes mots, 95% des patrons de la planète signeraient des 2 mains en pleurant de joie sans même lire les conditions spéciales en bas du contrat. Bénéfices au-dessus, revenus au-dessus, prévisions au-dessus, et la division data center, celle qui compte le plus que tout, celle qui fait rêver tout le monde, fait plus 107% sur une année. Elle annonce même que la croissance de cette même division va dépasser les 100% encore et encore. Et puis Elon Musk est passé à la télévision. Il a parlé de SpaceX, il a parlé des data centers, et il a lâché juste comme ça, entre deux phrases, « We are exclusive to Nvidia ». On est exclusif à Nvidia. On ne bosse qu'avec Nvidia. C'est tout. Il a même pas dit qu'AMD faisait des mauvaises puces, il a même pas dit qu'il y avait un problème technique, il a rien dit de négatif sur AMD, il a juste dit qu'il avait uniquement acheté chez le voisin. Seulement chez le voisin. Résultat, AMD moins 7%, Nvidia plus 3,4%. Vous voyez le truc? Vous voyez le genre? Une entreprise a fait son boulot, elle a fait mieux que prévu, et ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est qui c'est qu'il aime ou qui c'est qu'il aime pas. Surtout si c'est Elon Musk. Et le pompon, c'est la réponse de Lisa Su. On lui pose la question en direct et elle répond, je cite, « J'ai un immense respect pour Elon et je suis certaine que nous continuerons à travailler ensemble sur le long terme. » En gros, elle dit, « Je viens de me faire plaquer par SMS devant témoin et je souris quand même. » C'est la grande classe. Alors vous allez me dire, d'accord, mais c'est quand même Musk, c'est un cas particulier, c'est le type le plus imprévisible de la finance mondiale. Et il a un tout petit peu d'influence. Sauf que non, AMD, c'est pas un cas particulier. AMD, c'est juste l'exemple le plus spectaculaire d'un truc qui se passe partout depuis 3 semaines. Prenez par exemple Applovin, publicité numérique boostée à l'IA, une des plus belles histoires de croissance du marché. Il publie plus 53% de croissance, bénéfice par action au-dessus des attentes. Le titre se prend 22% dans les dents after close. Alors pourquoi est-ce que les vendeurs sont là? Parce que le chiffre d'affaires a raté le consensus de 0,8%. 0,8%! Si vous faites arrêter par les flics parce que vous roulez 0,8% trop vite, là, vous frappez le flic et ce sera presque justifié. Si votre augmentation annuelle est de 0,8%, vous avez l'impression qu'on se fout de vous. Eh bien là, le marché a décidé qu'un micro-ratage sur le chiffre d'affaires, alors que tout le reste est exceptionnel, vaut 22% de baisse. C'est du foutage de gueule, ou alors ce marché est devenu complètement con. Bon, là, perso, je commence à penser que c'est la seconde alternative. Prenez aussi Insulet. Insulet, ils révisent leur croissance annuelle. Elle passe de entre 21 et 23% à entre 20 et 22%. Le titre perd 20%. Et Uber, il publie exactement dans les clous
parfait, dans les attentes, ni mieux, ni moins bien, ni pire, pile ce qu'on attendait, moins 5,3%. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que battre le consensus ne rapporte plus rien. Zéro, c'est devenu le minimum syndical. Ce qui compte aujourd'hui, ce qui compte maintenant, c'est de battre un autre chiffre. Un chiffre qui n'est écrit nulle part, un chiffre que personne n'a publié, que personne n'a signé et que tout le monde a quand même dans la tête. Et ça a un nom dans le métier. On appelle ça les whisper numbers, les chiffres qu'on chuchote. Et c'est la plus belle arnaque intellectuelle de la finance moderne. Parce que si vous ne l'écrivez jamais, ce chiffre, vous ne pouvez jamais avoir tort. Vous publiez rien, vous ne vous engagez sur rien, et le lendemain, vous pouvez comme venir à la télévision avec un air supérieur en disant « Oui, mais moi, personnellement, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Je suis donc extrêmement déçu. » C'est très pratique. C'est même imbattable. Le seul problème, c'est que ça permet de justifier n'importe quelle prise de bénéfice en la déguisant en analyse financière. Et maintenant, le meilleur exemple, celui dont je vous parlais au début, c'est SanDisk. Mémoire flash, stockage SSD pour centre de données, une boîte qui existait à peine dans les conversations financières il y a 18 mois. Ou alors juste pour acheter des cartes mémoire pour les vacances. Il publiait hier soir. Bénéfice par action 39,25 $. Le marché attendait 34,96 $. C'est explosé. Il n'y a pas d'autre mot. Division data center plus 103% sur un an. Ça a doublé. Et maintenant, le chiffre, marge brute, plus 84,6%. Alors ce chiffre-là, 84,6%, ça vous dit peut-être rien. Alors laissez-moi juste vous le traduire autrement. Il y a 12 mois, cette société gagnait 26 centimes sur chaque tranche de 100 $ de produits vendus. 26 centimes. Aujourd'hui, elle en gagne 85. Sa marge a pris 58 points de pourcentage en un an. Et c'est plus une marge, là, ça commence à devenir une rançon. Ils vendent du sable au prix du safran. Parce qu'il n'y a plus une seule puce mémoire disponible sur toute la planète et que tout le monde, absolument tout le monde, en veut pour ses data centers. Le titre a été multiplié par 5 depuis janvier. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait hier soir après ces excellents résultats ? Alors déjà, pendant la séance, il a perdu 5,4%, et puis après la clôture, il a perdu encore 7,6%. 13% de baisse pour un trimestre le plus délirant de l'histoire de la boîte. Pourquoi ? Parce que le milieu de fourchette de leurs prévisions ratait le consensus. J'en peux plus tellement c'est débile. Et puis, alors, le patron de SanDisk a sorti une phrase pendant la conférence téléphonique qui m'a fait lever un sourcil. Il a dit « Nous, on veut sortir de ce cycle de boom et de bust. » Alors ça c'est juste magnifique, mais personne, à ce jour, n'est jamais sorti du cycle de la mémoire. La mémoire, c'est l'industrie la plus cyclique de l'univers connu. Depuis 1985, c'est toujours le même film. 5 ans à imprimer du pognon, 2 ans à fermer des usines, boum, crash, je crois que j'ai vu le cycle 4 fois dans ma carrière. Et une marge brute de 85% sur un produit standardisé, parce que c'est ça, une puce mémoire, c'est un produit standardisé, ça n'a rien d'unique. C'est pas la preuve d'un génie industriel, c'est tout simplement une espèce de thermomètre. C'est le thermomètre d'une pénurie. Et une pénurie, par définition, ça peut se soigner. Il suffit que 3 usines sortent de terre, alors ok, ça prend du temps, mais quand même, ça peut arriver, et ça arrivera. Et devinez quoi ? Cette nuit en Asie, il y a quelqu'un peut-être qui a commencé à faire le calcul. Le Kospi s'est fait démolir de 4%. Bon, ça change tous les jours sur le Kospi, on le sait bien. SK Hynix moins 7, demain ça sera plus 7. Kioxia moins quasiment 10%. Enfin, toute la mémoire mondiale se fait ramasser à la pelle à neige pendant qu'on dormait. Maintenant, petit intermède, parce qu'il faut quand même bien souffler un petit peu et parler d'autre chose. Hier, Meta a annoncé qu'un de ses modèles d'intelligence artificielle, pendant un test de sécurité, avait réussi à accéder à Internet. Ce qu'il n'était pas censé pouvoir faire. Il s'est donc introduit dans les systèmes d'une autre société. Ça arrive, hein ? Ça arrive, c'est pas grave. Sauf que ces 15 derniers jours, OpenAI a annoncé exactement la même chose. Et Anthropic aussi. 3 des modèles IA les plus puissants du monde, 3 évasions, chez le même prestataire de test, en 2 semaines. Réaction du marché sur cette nouvelle, néant, zéro. Les gens se sont contentés d'aller acheter du Nvidia. Alors je dis ça, je dis rien, mais un jour peut-être qu'on relira ces dépêches et on se trouvera quand même très très détendu compte tenu de ce qui se passe. Peut-être un peu trop détendu. Je suis en train de vous préparer un sujet à propos de Skynet et on en reparle ces prochains jours dans une nouvelle vidéo. Bon, maintenant, la partie qui va peut-être vous énerver. Parce que pendant que tout ce que je viens de vous raconter se passait, le Dow Jones battait un nouveau record, le 3e d'affilée, le 24e de l'année. Et ce matin, vous allez lire partout que l'Amérique industrielle confirme sa solidité. C'est faux! C'est faux!
Je vais vous expliquer pourquoi en 40 secondes. Le Dow Jones est le seul grand indice du monde qui est pondéré par le prix de l'action et pas par la taille de l'entreprise. C'est une règle inventée en 1896, à une époque où on calculait les indices à la main sur le coin d'un bar avec un crayon et un bout de papier, et on ne l'a jamais changé. Concrètement, hier, Caterpillar a rapporté 121 points à l'indice, Amgen 116, Goldman 101, pendant qu'Alphabet, qui pèse quand même 3 fois plus lourd que Caterpillar en termes de capitalisation, n'en coûtait que 93 pendant leur baisse. C'est comme distribuer la masse salariale d'une équipe de foot selon la pointure de ses joueurs. Donc non, le Dow Jones n'a pas battu de record parce que l'industrie américaine est de retour. Il a battu un record parce que les grosses étiquettes de prix montaient pendant que les grosses capitalisations baissaient. C'est un accident mathématique vieux de 130 ans. Et si vous voulez la vraie photo du marché, elle est ailleurs. Elle est dans un indice que personne ne cite jamais, le S&P équipondéré. C'est le même S&P 500, sauf que les 500 sociétés y pèsent toutes pareilles. Pas de géants, pas de nains, tout le monde à égalité. Sur les 5 dernières séances, le S&P classique a gagné 5,8%. Le S&P équipondéré, lui, a perdu 1,9%. 8 points d'écart en une semaine. Ça veut dire quoi en français? Eh ben, ça veut dire que la hausse est portée par une poignée de titres et que sous la surface, la moitié de la cote se traîne. On appelle ça un marché étroit. Alors, bien sûr, un marché étroit, c'est pas interdit. Ça peut même durer des mois et des mois. C'est juste que ça finit rarement bien parce que ça veut aussi dire qu'on est en train de déguiser la réalité. Mais ça, je ne vous l'ai pas dit parce qu'on va encore dire que je suis pessimiste. Bon, par contre, on est bien d'accord, tout ça tient debout en partant du principe que la bourse est le reflet même de l'économie, ce qui, à titre personnel, me semble de moins en moins probable. Bon, question légitime, si tout ce que je viens de raconter est vrai, pourquoi est-ce que le marché monte? Eh bien, réponse, à cause d'une seule chaîne de causalité, et elle n'a rien à voir avec les résultats des entreprises. Regardez la Fed, en ce moment, les membres de la Fed passent leur journée à la télé pour expliquer qu'ils envisagent de monter les taux, en tout cas certains. Lisa Cook, je suis prête à agir, Kashkari, c'est le moment de commencer à monter. À la dernière réunion, ils étaient 3 dissidents à réclamer une hausse, contre 9 qui ont voté pour ne rien faire. Et le marché price aujourd'hui 54% de chances de hausse en septembre. La Banque centrale qui veut monter ses taux pendant que la bourse fait des records, on n'est pas censé voir ce genre de choses. Alors, voilà la chaîne de réaction qui fonctionne en ce moment. Vous avez le détroit d'Ormuz qui devrait s'ouvrir, le pétrole qui devrait baisser, donc qui devrait enchaîner l'inflation en baisse, puis la Fed qui devrait probablement ranger son marteau et ne pas monter les taux, donc les actions doivent monter. C'est ce qu'on est en train d'anticiper. C'est tout. C'est le vrai moteur de la hausse de ces derniers jours. C'est pas l'amour de la paix, c'est pas la passion soudaine de Wall Street pour le sultanat d'Oman. C'est arithmétique et c'est égoïste. Le reste, les analyses géopolitiques, les cartes de la région à la télé, les experts en plateau qui sont aussi experts sur le Covid, sur le réchauffement climatique, c'est de la garniture. Sauf qu'il y a l'autre bout de l'équation, et là, c'est un tout petit peu moins drôle. Les chiffres de l'ADP sont sortis hier. 44 000 créations d'emplois privés en juillet. On en attendait 75 000. Et la totalité de ces créations viennent d'un seul secteur, la santé. Traduction, le seul secteur qui embauche encore aux États-Unis, c'est celui qui soigne les gens que les autres secteurs ont mis en burn-out. Et dans le même temps, la composante des prix payés dans les services est remontée à 70,3. Les entreprises payent donc leurs fournisseurs de plus en plus cher. Emploi qui ralentit, prix qui monte. Je ne suis pas prix Nobel d'économie, mais je crois que ce n'est pas exactement la configuration idéale. On va donc se méfier quand même parce que le château de cartes, il est quand même posé sur un truc vachement instable. Et si en plus la Fed ne sait pas ce qu'elle doit faire, on n'est pas dehors. Et maintenant, je vais vous parler du truc dont tout le monde parle ce matin, la période de blocage des titres de SpaceX qui prend fin aujourd'hui. La fin de la fameuse lock-up période. Vous vous souvenez de l'introduction en bourse au mois de juin? Je pense que vous devez vous en souvenir encore. L'IPO la plus attendue de l'histoire, introduite à 135 $, ce matin on est à 108. 20% sous le prix d'introduction, 50% sous son plus haut. Et aujourd'hui, les initiés, ceux qui sont entrés avant la mise en bourse, à une fraction de ce prix, récupèrent le droit de vendre. Alors imaginez la scène. D'un côté, vous avez les gens qui sont assis sur des plus-values colossales, avec la porte de sortie qui vient de s'ouvrir et qui va leur permettre de convertir une action d'une boîte de fusée qui veut aller sur Mars en espèces sonnantes et trébuchantes pour se mettre à la retraite la semaine prochaine. À vie, même si tu as 32 ans. Et de l'autre côté, vous avez des particuliers qui ont acheté à 135 et qui regardent l'écran en allumant des cierges au lance-flammes pour que ça aille plus vite et qui prient pour que l'autre catégorie fasse de l'investissement long terme.
Et si ça déborde aujourd'hui, on va très vite reparler des introductions en bourse à venir d'OpenAI et d'Anthropic. Parce que si le marché découvre que la plus belle IPO du siècle peut perdre la moitié de sa valeur en 6 semaines, l'ambiance pourrait quand même bien changer pour les prochaines. Donc voilà où on en est, en août 2026. Un marché où publier d'excellents résultats vous coûte 20%, où un indice bat des records grâce à une règle de calcul qui date d'il y a 150 ans, où la moitié de la cote baisse pendant que la bourse monte, où une société qui multiplie sa marge par 3 se fait punir pour 3% de prévision, et où la seule chose qui compte vraiment, c'est de savoir si le type le plus riche du monde vous aime encore. C'est pas un marché irrationnel. Un marché irrationnel, ça se corrige. Ça, c'est un marché qui a changé les règles sans prévenir personne. Alors demain, on a les chiffres officiels de l'emploi américain et on va se retrouver pour voir combien d'actions SpaceX auront changé de main aujourd'hui et si Elon a encore des amis. Maintenant, avant de conclure, je vais quand même vous parler de 2 types qui, cette semaine, ont dit tout haut ce que personne n'a pas envie d'entendre. Des pessimistes, quoi! Le premier, vous le connaissez, c'est Michael Burry, le mec du Big Short, celui qui a vu venir 2008 pendant que toute la planète finance lui expliquait qu'il était devenu complètement taré. Cette semaine, il a écrit qu'on est, je cite, peut-être près d'un sommet majeur et possiblement d'une chute de type 1987. Bref, un crash. Et il ne fait pas que de le dire, il est positionné, il est vendeur sur les semi-conducteurs, sur Micron, sur Nvidia, sur Caterpillar, sur Palantir, sur Tesla, sur Applied Materials. Toutes les positions sont gagnantes, sauf une, Nvidia, évidemment. Alors on peut se moquer, on peut dire que Burry s'est beaucoup trompé, s'est beaucoup gouré, mais il a quand même été juste, souvent, régulièrement, mais pas forcément dans l'amplitude. Sauf que le mécanisme qu'il décrit en ce moment est assez vrai, et il est important. Écoutez bien. Quand le marché monte et que la volatilité baisse, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire quand ça monte tranquillement, sans secousse, comme depuis 2 semaines, il y a toute une catégorie de fonds qui pilotent leur exposition sur la volatilité. Et ces fonds-là sont mécaniquement obligés d'acheter plus. Pas parce qu'ils y croient, pas parce qu'ils ont vu que les résultats d'AMD étaient bons ou mauvais, pas parce qu'ils ont un avis sur l'intelligence artificielle, parce que c'est écrit dans la formule. C'est un régulateur de vitesse. La route est droite, elle est lisse, il n'y a personne devant, il appuie tout seul sur le champignon et il continue d'appuyer tant que la route est belle. Le problème, c'est que ce truc-là fonctionne aussi à l'envers. Le jour où ça secoue, la même formule s'applique dans l'autre sens, au même moment, tous ensemble, sans réfléchir non plus. Burry finit son post par une phrase que je trouve honnêtement la plus honnête que j'ai lue cette semaine et il dit « Moi je dois shorter, mais la plupart des gens ne devraient pas ». Et le deuxième, c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui a le double avantage d'être écouté partout et d'avoir tort assez souvent, ce qui devrait nous rassurer. Il a dit « La dette sur marge est au plus haut de tous les temps et il y a beaucoup de dettes sur marge qu'on ne voit pas parce qu'elle ne s'appelle pas dette sur marge, elle s'appelle autrement. Elle s'appelle autrement. » Bon, il dit pas comment elle s'appelle, il dit pas où, il dit pas combien, il dit pas qui c'est, mais il balance ça un mercredi soir à la télévision et il passe au sujet suivant. Et bien sûr, il refuse de parler de risque systémique, bien sûr. Un patron de banque ne le fera jamais, c'est même dans son contrat de travail. Mais il précise quand même que dans ces conditions, il suffit d'un seul acteur qui déraillerait pour secouer le monde entier. Alors ça, c'est marrant, parce qu'il a eu une expérience assez récente, parce que c'est sa maison, JP Morgan, qui était justement un des courtiers du fonds Situational Awareness, celui qui a explosé il y a 10 jours. Donc pour vous résumer, le type qui a vu venir 2008 dit qu'on est peut-être au sommet, et le banquier qui a prêté au fonds qui vient de sauter nous explique qu'il y a de la dette cachée partout, mais qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter. Allez, on parle encore des chiffres du trimestre qu'il faut noter. Eli a fait 23 milliards de chiffre d'affaires en 3 mois, en hausse de 48% avec le Mounjaro à 9,9 milliards, qui est désormais le médicament le plus vendu au monde. Le titre a pris 5% pendant que Novo Nordisk, le concurrent, perdait 6%. Son candidat maison a échoué à faire aussi bien que celui de Lilly sur la glycémie. Shopify a pris 17% avec 34% de croissance, ce qui a rassuré tous ceux qui pensaient que l'IA allait dévorer le commerce en ligne. Disney a gagné 3,6% grâce à Toy Story 5 qui a passé le milliard au box-office. Quand tout s'effondre, il reste toujours un cow-boy quelque part, un cow-boy en plastique, pour sauver le trimestre. Et le mois prochain, ce sera sûrement une araignée rouge et bleue. Block a annoncé de bons résultats 6 mois après avoir licencié 40% de son staff au nom de l'IA. Et un dirigeant explique fièrement qu'il livre des produits bien plus vite. Notez-le quelque part, c'est le premier bilan chiffré de la vraie question de la décennie. Et mention spéciale à IonQ dans le quantique qui a quadruplé son chiffre d'affaires à 80 millions pour une perte nette de 1,9 milliard.
$23 perdus pour $1 encaissé. Le titre était en hausse après la clôture. Ne cherchez pas, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que c'est l'avenir. Ou alors la prochaine bulle. Trump n'a pas parlé, il n'a pas non plus bombardé. Le pétrole ne fait plus rien et l'or remonte parce que peut-être que finalement, les taux pourraient ne pas monter parce que le pétrole baisserait. C'est tiré par les cheveux, mais je vous permets de le ressortir à l'apéro ce soir si vous voulez. Voilà, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. On s'abonne, on like, on partage, on commente, on active la cloche et on en parle partout autour de soi. Moi, je vous revois demain et aussi plus tard dans la journée pour parler de Situational Awareness et Leopold Aschenbrenner. Si vous ne savez pas qui c'est un mec qui gérait 45 milliards et qu'on a perdu 35. Et c'est un très, très bon exercice sur les margin calls. On en reparle plus tard. Allez, belle journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.